C'est une startup qui a été fondée en 2017, qui fait qu'on est relativement vieux par rapport aux startups en quantique. À la base, c'était une startup qui était créée pour fabriquer une brique technologique, les sources de photons héliques. C'est issu du labo de Pascal Senla, avec deux de ses collaborateurs, Nicolo et Valérian. Ils avaient sorti un article où ils parlaient de la génération de photons uniques dans le solid state. Il y avait beaucoup de contacts après, des gens qui leur demandaient des sources pour leur labo, pour leur groupe de recherche. Et ils ont pris la décision de commercialiser ça et de lancer les startups. Depuis, on a fait un petit tournant. Depuis 2020, on fait plus que des briques technologiques. C'est vraiment une approche dans le jargon qu'on dirait full stack. C'est-à-dire qu'on a toujours cette activité de recherche, de production sur les semi-conducteurs, les sources, mais on a aussi des activités dans la piloterie, l'intégration, les modules, l'optoélectronique, et bien sûr la théorie, l'algorithmique, et une grande partie logicielle aussi. Et cette année, on travaille beaucoup cette année pour mettre en disponibilité une plateforme 6 photons sur le cloud avant la fin d'année. Alors 6 photons, ça peut paraître modeste, mais comme Maud vient de dire, il faut se méfier parfois des chiffres sortis par des bots. Dès que ce n'est pas disponible, accessible en ligne, les gens peuvent réclamer les chiffres qu'ils veulent. Alors ça va être une grande étape pour nous. C'est une plateforme modulaire qui va augmenter en puissance au fur et à mesure. De quoi parle-t-on quand on parle des plateformes quantiques chez Candela? Ici, on a une image pour vous donner une idée. Il n'y a pas tous les détails, mais il y a les trois modules peut-être les plus importants. Il y a les sources de photons. Ensuite, on va envoyer les photons dans des fibres optiques, les relier à une puce, un integrated circuit, une puce qui travaille avec de nombreux matériaux. Sur la puce, il va y avoir des composants qui sont paramétrisables. Et c'est souvent là qu'on va vouloir encoder de l'information dans les photons et choisir l'évolution qu'on va entraîner, le calcul qu'on veut faire, sans ces paramètres. À la fin, bien sûr, il y a aussi des détecteurs pour voir où sortent les photons. C'est intéressant à noter qu'on a des demandes de cryogénie pour les sources des détecteurs. C'est 4K, c'est pas température, mais relative aux températures qu'on voit pour d'autres plateformes, ça reste modeste. Dans le sens qu'on a une empreinte assez légère. Bon, après, c'est peut-être Olivier qui est mieux qualifié pour parler de ça. C'est quelque chose qu'on regarde à l'interne aussi en ce moment pour mieux chiffrer ça. Là, c'était une image. Là, je peux montrer des photos pour que vous voyez plus concrètement ce dont on parle. Ici, je parle simplement de la partie génération de photons, ou de QI de photons, si vous voulez. Et ça se trouve en bas, dans ces belles boîtes bleues qu'on appelle Prometheus. Ça se trouve en bas, il y a un cryostat dans lequel on va voir les sources. C'est une puce avec un fibre qui est pigtailé sur la puce, c'est-à-dire collé sur la puce pour ramasser les photons quand ils sortent. Si on enlevait ça, on voit vraiment une puce derrière. Et si on regarde dans les images dans la microscopie, on commence à voir des structures, des micropiliers. Au cœur de ces micropiliers, on a des boîtes quantiques. C'est un système à 2 niveaux. On va envoyer un laser, ça va le mettre dans un état excité. Ça va retomber à l'énergie originale en émettant un photon. Et le micropilier, ça aide avec le couplage du laser et ça donne aussi une
émission directionnelle, qui fait en sorte qu'on ne perd pas le photon. Alors là, c'est la partie génération de photons. Ensuite, on peut parler des puces, sur lesquelles on fait des opérations. Ça ressemble à ça à gauche. Ici, on a les fibres qui rentrent, qui sortent. Et à gauche et à droite, on a les contrôles pour les composants qu'on peut paramétriser. Et tout ça dans le Prometheus. Et bien sûr, il y a un laser, il y a de l'électronique pour contrôler, il y a des différents modules, et un ordinateur classique pour les composants aussi. En pratique, moi, je ne travaille pas dans le labo avec ça, je lance des calculs de mon bureau et je vois une sorte de dashboard qui ressemble à ça. Une fois lancé, on voit les coïncidences, on voit les photons arriver sur les détecteurs. C'est assez sympa pour un informaticien. Ok. Si on regarde de plus proche à la partie informatique, souvent des gens regardent ces plateformes et regardent tout de suite le molécule au milieu, les puces. Je pense que c'est important de dire qu'à la source, on peut faire énormément de choses aussi. Les puces, les sources, on peut les utiliser pour sortir des photons uniques. Énormément de photons uniques, les router dans différents chemins pour les faire rentrer dans une puce. Ensuite, on va utiliser une puce peut-être pour générer des états intriqués ou pour faire des applications plus concrètes. Je vais vous en détailler un après. Mais on pourrait aussi commencer avec le source pour générer déjà des photons intriqués. C'est-à-dire qu'on aura de l'intrication même avant qu'on arrive à la puce, qui simplifie la tâche sur puce. Et on peut tout de suite l'utiliser pour augmenter la qualité, la dimension, les propriétés qu'on cherche pour ces états intriqués. Alors ça, c'est à la source, et il faut aussi parler de la puce. Alors, sur la puce, on va voir pas des portes qubits, dont vous avez peut-être l'habitude d'entendre parler. On ne parle pas des portes Hadamard, des portes CNOT, des portes CZ. C'est plutôt des opérations d'optique linéaire, c'est-à-dire des lames séparatrices ou les modulateurs de phase. Il faut que quelqu'un me corrige si ce n'est pas le bon terme. Et du coup, c'est très concret ce qu'on a sur la puce. Vu qu'on travaille énormément avec les puces, on a développé cet outil, ce logiciel qu'on appelle Perceval. Vous pouvez accéder à ça sur le site web perceval.net. C'est open source, c'est collaboratif. Vous êtes les bienvenus pour participer si vous voulez. Et ça évolue assez rapidement. En fait. La fonctionnalité de base, c'est qu'on peut définir des circuits photoniques. On peut aussi parler des caractéristiques des sources, etc. Et on peut faire tourner les calculs sur une variété de back-end, y compris des puces photoniques. Maintenant, c'est chez nous, avant la fin de l'année, ça va être disponible sur le cloud pour tout le monde. Mais il y a aussi une partie des simulateurs ou des émulateurs, selon la terminologie que les gens préfèrent. Et nous, on a travaillé énormément pour avancer l'état de l'art dans la simulation aussi, pour faire en sorte qu'on puisse jouer avec ce genre de circuit, écrire des algos, les faire tourner sur nos laptops aussi. On peut commencer à se former aussi. Et il y a aussi une partie réécriture graphique. Je vais en dire. Alors, Perceval, juste pour montrer un peu ce que ça peut faire ou donner des exemples. Une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer avec des circuits qubits, que des gens écrivent dans le langage de préférence. Souvent, des gens utilisent Qiskit aujourd'hui pour écrire ce genre de circuit. Et on peut le faire traduire dans quelque chose de photonique directement. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle converter.
dans Perceval. Donc ça, c'est une chose qu'on pourrait faire. Une autre chose, c'est qu'on pourrait regarder des expériences photoniques, on pourrait les traduire dans quelque chose, dans un circuit dans Perceval, et on peut faire l'expérience vraiment sur ces logiciels. Ici, on l'a fait tourner sur un laptop, et on a reproduit, là, on a reproduit les mêmes interférences. On a regardé que au milieu, c'est les franges d'interférence. Ok. Et juste pour dire, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce slide, mais juste pour dire qu'il y a tout un tas de tutos où on parle d'algorithmes classiques, des implémentations classiques, en expliquant ça marche, en expliquant l'implémenter, donc c'est bon. Vous pouvez trouver tout ça dans la documentation. Je vais vite fait parler d'une autre application, quelque chose d'un peu plus concret. C'est une application plus ou moins dans l'apprentissage. C'est une tâche de classification. On a fait tourner sur Perceval en utilisant 10 photons, simulant 10 photons. Utiliser une base de données assez standard. On a entraîné notre modèle. En gros, on a un réseau, c'est un réseau photonique, c'est un circuit photonique. C'est important de dire, c'est pas un circuit qubit. Sans rentrer dans les détails, ça marche très bien, ça donne une bonne classification. Après l'entraînement, ça donne une bonne classification. C'est intéressant ce qu'on peut faire avec 10 photons, parce qu'en principe, on a accès, dans le machine learning, on a accès à un espace d'état qui est beaucoup plus grand qu'on aurait avec le même nombre de qubits. C'est-à-dire qu'il y a des propriétés intéressantes des photons, c'est le fait du nombre d'états qu'on peut avoir avec n photons dans n modes ou n fils. Ça augmente de manière factorielle et non pas exponentielle, comme on aurait avec des qubits. Ça augmente plus vite et ça donne un certain avantage pour des tâches en machine. Il faut aussi parler des limites, parce que là j'ai parlé des simulations que j'ai fait tourner avec Perceval, mais il y a bien sûr des limites, et les limites arrivent vite. Ici on peut voir les limites de ce qu'on est capable de faire avec un laptop comme le mien, avec 8 Go de mémoire, 15 photons dans 15 fils. C'est la limite, par exemple, ou 7 photons dans 60 fils. Et après, on peut voir ce qu'on peut faire avec un cluster de type qu'on aurait dans les universités. Là, c'est peut-être l'état de l'art, le plus gros cluster qu'on peut savoir. En bêta, c'est quasi sci-fi, mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a une sorte de mur exponentielle qui arrive très très vite. Et dès qu'on arrive dans cette partie-là du graphe, disons avec une vingtaine de photons, dans une soixantaine de modes, on est dans la région où on pourrait avoir des avantages quantiques possibles. Ça arrive assez vite avec les photons. C'est pour ça que les premières démonstrations d'avantages quantiques sont faites avec des photons. Alors, très vite fait, je vais parler aussi de quelque chose qu'on a développé, qu'on appelle le Love Calculus. C'est un langage graphique pour parler des circuits optiques linéaires. C'est-à-dire c'est un système formel pour raisonner autour de ces processus. On peut l'utiliser pour réécrire des circuits, si on veut faire du design, si on veut implémenter un algorithme, on peut avoir un circuit, après on peut le réécrire, simplifier, on peut parler des équivalences de certains circuits, ils vont faire la même chose. C'est lisible, c'est facilement lisible, c'est un des avantages de faire des choses graphiquement. C'est assez intuitif et ça se trouve déjà, les règles de ce langage se retrouvent déjà dans Perceval. C'est important de dire que ce n'est pas qu'un outil pour la photonique. C'est aussi utile pour des circuits qubits normaux. Et on a résolu un problème qui est ouvert depuis longtemps dans la littérature scientifique pour trouver une théorie équationnelle complète pour les circuits quantiques.
en utilisant ces formalismes. Du coup, le Love Calculus, bien que ça parle des photons et des circuits photoniques, on peut aussi l'utiliser comme outil de simplification pour les circuits qubits. Alors, il me reste combien de temps? Est-ce que je... 3 minutes. 3 minutes, ok. Dans ce cas-là, j'allais peut-être rentrer un petit peu dans les détails de ce que c'est en langage graphique, mais au lieu de faire ça pour gagner un temps, je vais juste vous montrer une petite vidéo pour avoir l'idée de comment ça peut être utile pour simplifier des circuits. Ça. Ici, on commence avec un circuit photonique onde et on applique de manière systématique les règles qui vont simplifier le circuit, l'envoyer dans un forme normale. Ça prend... Parfois, ça augmente la taille, mais après, ça simplifie. On a un système de règles qui est garanti pour arriver en forme normale à la fin, pour simplifier. Et bon, c'est assez beau à voir. En pratique, quand on lance ça sur Perceval, ça se fait instantanément. Et là, on a ralenti pour que ce soit visible les règles ou les simplifications sont en train de le faire. Bon. Là, c'est pour le langage graphique. Si je reviens sur les slides, je vais terminer sur le hackathon. On a entendu parler d'un hackathon à Grenoble. Il y aura aussi bientôt un hackathon à Paris. C'est le hackathon, on va utiliser Perceval notamment. Et il reste quelques places, pas énormément. Si ça vous intéresse, allez voir tout le monde, les étudiants, les gens qui viennent de l'industrie, des gentils qui viennent chez nos concurrents, c'est ouvert à tous. Et bon, si je peux finir, si je peux porter un message juste pour finir, c'est que pour ceux qui se lancent dans la quantique, je pense que c'est important de ne pas oublier le côté informatique, théorique, algorithmique. C'est jamais trop tôt pour se lancer dedans. Il faut garder un esprit ouvert parce que souvent, on pousse les technologies, mais des réflexions d'un théoricien, d'un informaticien, ça peut vraiment accélérer, ça peut augmenter ce qu'on est capable de faire avec. Voilà. Merci beaucoup.